un livre dont vous êtes le héros. 2 dés, un crayon et une gomme sont les seuls accessoires dont vous aurez besoin pour vivre cette aventure. Vous seul déciderez de la route à suivre, des risques à courir et des créatures à combattre. Bonne chance, ceci est un livre dont vous êtes le héros. Préalablement, vous avez suivi la création du personnage qui va pouvoir répondre à cet appel, celui de la crypte du sorcier. Et maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons partir à l'aventure. Nous allons affronter Ian Livingstone dans sa crypte du sorcier, réputée d'une certaine difficulté. La légende de Razarak. La petite ville de Calice est située sur les rives de la rivière d'Argent, au pied des collines de la Pierre de Lune. Simple groupe de cabanes et de huttes au départ, elle a surtout acquis sa taille actuelle en devenant un centre commercial actif pour les prospecteurs qui cherchent de l'or dans les collines. Pour les marchands faisant route vers l'ouest pour gagner Argenton, c'était le premier abri sûr au sortir du plat pays. À Calice, ils pouvaient se reposer et commercer sans crainte d'être attaqués. Les auberges et les tavernes y foisonnent, et la ville était l'une des plus exubérantes du royaume d'Alantia. Mais aujourd'hui, en regardant par la fenêtre de la chambre que vous occupez à l'étage de l'auberge du Lion, vous n'apercevez pas le moindre signe de réjouissance. Depuis 3 semaines, le ciel est sombre et menaçant. Les voyageurs, récemment arrivés de l'Est, ont parlé de peste, de calamités, de fléaux et de famine progressant rapidement vers l'Ouest. Pas plus tard qu'hier, un bruit s'est répandu dans la ville comme une traînée de poudre. Quelqu'un avait découvert où se situait l'origine du mal. En survolant la frange méridionale des collines de la Pierre de Lune, un elfe, qui se dirigeait vers le sud, sur son aigle géant, avait remarqué une profonde crevasse d'où émanaient des vapeurs pestilentielles. Tout autour de la faille, l'herbe était noircie et les arbres rabougris n'avaient plus une feuille. L'elfe avait raconté que, au moment où il passait au-dessus de la crevasse, il avait vu une main décharnée surgir de la fissure et braquer sur l'aigle un index semblable à une serre de rapace. Un éclair d'énergie avait jailli de l'extrémité du doigt et transpercé de part en part le malheureux oiseau qui s'était écrasé au sol. L'elfe s'en était tiré et avait gagné Calice à pied pour conter sa mésaventure. Le vieux magicien Yastromo, qui vit à la lisière sud de la forêt des ténèbres, est un de vos amis, et vous décidez de lui rendre visite pour lui faire part du récit de l'elfe. C'est dans la grisaille crépusculaire, devenue familière, que vous éprenez votre cheval et remontez vers le nord en direction de la tour de Yastromo. Vous atteignez avant la tombée de la nuit le sentier envahi par les herbes qui y conduit et, sautant à pas de votre monture, vous gagnez rapidement l'énorme porte de chêne et vous teintez la cloche d'airain suspendue à la voûte de pierre. Pas de réponse, et voilà que, soudain, vous sentez qu'on vous tape sur l'épaule. Aussitôt, vous pivotez sur vos talons en portant la main à votre épée. Vous n'aurez pas besoin de ça, grogna le vieillard qui se tient derrière vous et vous menace d'un toit réprobateur. Qu'est-ce que vous faites là d'ailleurs? Pourquoi venez-vous troubler ma paix et ma tranquillité? Il y a plus d'1 an que je ne vous ai pas vu et brusquement vous débarquez sans vous faire annoncer. Vous piétinez mes plantations d'herbes et vous sonnez ma cloche assez fort pour réveiller les morts. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez vous empêcher de sourire en regardant le vieux magicien boucon vous témoigner son hospitalité habituelle. Et qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Demanda-t-il immédiatement, vous reprenez votre sérieux, et Yastromo fronce les sourcils devant votre expression anxieuse. J'ai l'impression qu'on ferait mieux de rentrer, dit-il. Vous m'expliquerez ce qui vous tracasse, parce qu'il faut que quelque chose vous tracasse pour que vous vous décidiez à venir me voir, et je suppose que c'est en rapport avec cet infernal ciel tombé. Lorsque vous avez raconté l'histoire de l'elfe à Yastromo, le magicien reste immobile dans son vieux fauteuil de chêne, aussi triste et silencieux qu'un tombeau. Quand il se décide enfin à parler, c'est en soupirant entre chaque mot. Ainsi, ce que je redoutais le plus s'est réalisé.
Le nécromancien est ressuscité. Les imbéciles. Maintenant, à cause de leur cupidité, toute vie risque de s'éteindre à Lancia. À moins que, ne comprenant rien à ces marmonnements, vous le priez de s'expliquer, et Yastromo, comme s'il décrivait un monstrueux cauchemar, vous raconte alors la légende de Razak, le démoniaque nécromancien, qui a failli détruire Alantia 100 ans auparavant. Bien qu'il ait acquis les premiers rudiments de son art en tant qu'apprenti d'un initié en magie blanche, Razak avait vite été séduit par l'obscure attirance de la magie noire. Il avait senti qu'il pourrait devenir un grand sorcier, capable, un jour ou l'autre, d'imposer sa loi à tous. Il n'avait ni le désir, ni l'intention de faire profiter Alantia de ses talents. Ce qu'il voulait, c'était réduire le royaume en servitude. Il s'était retiré dans une région désertique, à l'est du pays, où il s'était livré à des rites secrets. Gravissant rapidement tous les échelons de la magie noire, l'humble apprenti était passé magicien, puis sorcier, et finalement, ses pouvoirs étaient tels que, après avoir vécu 40 ans dans la solitude, Razak était devenu nécromancien. Il avait alors adressé à tous les seigneurs d'Alantia un message les sommant de le reconnaître comme leur maître. Les seigneurs avaient commencé par l'ignorer, car aucun d'eux n'avait jamais entendu parler de lui. Razak en avait pris ombrage et, en guise de représailles, avait infligé peste et calamité aux fiefs des seigneurs en leur donnant jusqu'à la prochaine pleine lune pour admettre sa suprématie. De nombreux guerriers avaient offert de supprimer Razak et la plupart d'entre eux avaient péri dans l'entreprise. Mais un brave du nom de Kul avait réussi à sauver Alantia. Il était armé d'une épée qu'il avait découvert dans les collines de la Pierre de Lune, brandie par une main squelettique émergeant d'un lac embrumé qu'il traversait sur un radeau. Kul avait été ébloui par la splendeur de l'arme. Souhaitant aussitôt la posséder, il avait tendu la main pour s'en emparer. Le squelette lui avait abandonné l'épée sans opposer la moindre résistance, puis avait disparu dans les profondeurs boueuses du lac. Kul était si fasciné par l'épée qu'il ne se souciait de rien d'autre. Poussant son radeau vers la rive, il avait entrepris d'essayer sa nouvelle arme et constaté que rien ne pouvait émousser son tranchant. Elle traversait sans dommage armure et côte de maille, ne pouvait pas savoir que cette épée avait autrefois appartenu à Razak, et que c'était la seule arme au monde capable de la battre. Pour devenir nécromancien, Razak avait dû renoncer à toutes ses armes, mais aucun pouvoir n'était suffisamment fort pour détruire son épée ensorcelée. Aussi l'avait-il jetée dans le lac pour s'en débarrasser, mais elle était remontée à la surface dans la main d'un squelette. Durant des années, le squelette avait brandi l'épée jusqu'à ce que Kul la découvre et s'en empare. Et c'est ainsi qu'une coïncidence fortuite avait conduit l'invincible Kul jusqu'à Razak, et que Razak avait péri de la main de Kul, tué par l'épée qui avait jadis été la sienne. Mais à l'instant même où Razak mourait, la chair de Kul s'était détachée de ses os et était tombée en poussière au pied de son squelette. La magie de Razak avait condamné Kul à un éternel cauchemar sous la forme d'un squelette incapable de lâcher l'épée. Dissimulé sous une robe à capuchon, celui-ci s'était enfui dans les collines de la Pierre de Lune, où l'on prétend qu'il sillonne toujours inlassablement le fameux lac sur son radeau, la main crispée sur l'épée, sachant qu'il ne trouvera pas le repos tant que quelqu'un ne l'aura pas débarrassé. Le corps de Razak avait été placé dans un sarcophage de pierre et enseveli dans une crevasse des collines méridionales. Le sorcier bien pensant qui avait scellé la crypte avait déclaré que celle-ci ne devait pas être ouverte avant 110 ans, sinon le nécromancien ressusciterait et prendrait la tête d'une armée de morts-vivants pour anéantir toute vie. Il est probable, conclut Yastromo, en poussant un gros soupir, que des chasseurs de trésors ont découvert la crypte du nécromancien et qu'ils l'ont ouverte sans savoir ce qu'ils faisaient. Razak doit être anéanti avant qu'il ne soit trop tard. Mais ça ne sera pas facile, vous devrez pour cela découvrir l'épée de Razak, ainsi qu'un certain nombre de talismans et d'amulettes qui vous protégeront contre la magie du nécromancien. Car je ne doute pas que vous soyez volontaire pour cette tâche grandiose. Vous vous acquissez en hochant lentement la tête, l'esprit encore obsédé par l'histoire de Razak et du pauvre Kul que vient de vous raconter Yastromo. Parfait, reprend Yastromo, maintenant ne vous tracassez pas pour l'épée. Je ne vous laisserai pas vous transformer en squelette. Contentez-vous de me l'apporter et pendant ce temps-là, je concocterai quelques personnes susceptibles de vous aider. Il n'y a pas de temps à perdre. Il faut retrouver le lac dans les collines de la Pierre de Lune. Passez une bonne nuit et mettez-vous en route à l'aube, qui n'est d'ailleurs pas si éloignée. Et maintenant, tournez la page.
En vous tapant sur l'épaule, Gastromo vous éveille d'un cauchemar dans lequel vous vous êtes attaqué par des morts-vivants armés jusqu'aux dents. Debout, dit-il, l'aube n'est pas loin. 20 minutes plus tard, vous êtes dehors et en selle. Gastromo, que la proximité du danger rend toujours optimiste, vous sourit et vous tend une petite fiole de verre. Potion de guérison, explique-t-il. Il y en a 5 doses. Inscrivez cela sur votre feuille d'aventure. Chaque fois que vous boirez de la potion de guérison, vous récupérerez 4 points d'endurance. Le vieux magicien vous adresse un signe d'adieu et vous partez au galop vers l'est, en direction des collines de la Pierre de Lune, pour y chercher le lac perdu. À midi, les collines se dressent à l'horizon menaçante, vous parant la route du nord au sud, et vous vous demandez comment vous allez vous y prendre pour découvrir le lac. À la tombée de la nuit, vous atteignez le pied des collines, à l'endroit où la rivière d'argent en surgit pour arroser la plaine du vent en direction de Calice. Vous décidez de camper sur la rive et vous allumez un feu, tant pour vous réchauffer que pour vous éloigner d'éventuels rôdeurs. La nuit s'écoule sans incident et au matin, vous vous réveillez avec un solide appétit. Après avoir mangé du pain et du fromage, vous montez à cheval et choisissez le chemin que vous allez suivre. Si vous voulez franchir la rivière et pénétrer dans les collines par l'est, rendez-vous au 255. Si vous préférez longer la rivière et aborder les collines par le nord, rendez-vous au 146. Alors... Eh bah... Nous disons que tous les aventuriers qui ont échoué sont allés tout droit. Donc nous, on va faire différemment. On va partir vers le nord. Allez. 146. Vous vous enfoncez progressivement dans les collines en remontant le cours sinueux de la rivière. Au bout d'une heure environ, le sol devient très bourbeux et votre cheval a du mal à avancer. Il semble que cette portion de la rivière ait tendance à déborder et inonde souvent la vallée. Si vous voulez poursuivre votre progression vers le nord dans ce marécage, rendez-vous au 249. Si vous préférez traverser la rivière et gravir les collines en direction de l'est, rendez-vous au 53. Oh bah, continuons. Enfonçons-nous dans le marécage. 249. Vous voyez quelque chose bouger dans les hautes herbes du marais et vous devenez conscient d'un bourdonnement sonore. Soudain, 6 mouches harpons d'un noir diapré, grosses comme des pigeons, prennent leur essor. Leur tête semble porter une trompe allongée, mais il s'agit en réalité d'un dard empoisonné effilé comme une aiguille que les mouches harpons peuvent projeter à distance sur une cible. Elles ne produisent qu'un dard à la fois, et quand celui-ci a été lancé, elles mettent une semaine à le remplacer. Le poison paralyse la victime sous la peau de laquelle les mouches femelles viennent alors déposer leurs œufs. Nos mouches harpons. Afin que les asticots disposent d'une réserve de viande abondante quand ils écloront, lancez un dé pour savoir combien de dards vous atteignent. Si vous êtes touché par 1 ou 2 dards, rendez-vous en 346. Si vous êtes touché par 3 ou 4 dards, rendez-vous au 388. Si vous êtes touché par 5 ou 6 dards, rendez-vous au 13. Pour avoir fait de la quête du Graal, je pense qu'il ne faut pas aller au 13. Mauvaise idée. Eh bien, allons-y, lançons les dés. Oui, 2, très bien. 2. Rendez-vous au 346. Le poison violent agit rapidement, mais heureusement, votre robuste constitution peut en absorber une dose aussi faible. Vos membres s'engourdissent, mais vous n'êtes pas paralysé. Vous perdez 4 points d'endurance, avalez direct. Oui, 4. 21 moins 4, on passe à 17. Je note ça tout de suite. 17. Et prenant votre cheval, vous faites des moulinets avec votre épée pour disperser les mouches qui bourdonnent au-dessus de votre tête, en attendant que vous vous écrouliez, et vous parvenez à leur échapper. Dès que vous êtes en sûreté, vous avalez une dose de la potion de guérison de Gastromo pour combattre l'effet du poison. Vous vous sentez aussitôt mieux, mais ne récupérez aucun point d'endurance. Soulagé d'être sorti du marais, vous continuez à chevaucher dans les collines, en suivant la rivière. Rendez-vous au 185. Je viens de me faire enfler d'une dose de potion et j'ai perdu 4 points d'endurance. Yann Livingstone, je t'adore. 346.
Le poison violent agit rapidement, mais heureusement, votre robuste constitution en absorbe une dose aussi faible. 185. Vous cheminez lentement vers le nord et au bout de 2 heures, vous remarquez sur l'autre versant de la vallée une grotte à flanc de coteau. Si vous voulez traverser la rivière pour visiter cette grotte, rendez-vous au 97. Si vous préférez continuer à suivre le cours d'eau, rendez-vous au 139. Ma foi, une petite exploration de grotte ne se refuse pas. Ça peut pas être pire que la traversée du marais. 97. La rivière est large mais peu profonde, et vous la traversez sans difficulté. Vous faites gravir le versant de la colline à votre monture, et en approchant de la grotte, vous découvrez qu'un sentier bien frayé y conduit. Descendant de cheval, vous attachez celui-ci à un rocher et vous faites le reste du chemin à pied. La grotte est obscure et vous ne voyez pas grand-chose, au-delà de l'entrée. Si vous voulez quand même y pénétrer, rendez-vous au 310. Si vous préférez reprendre votre monture et redescendre la colline et longer la rivière en suivant la vallée, rendez-vous au 284. Et ben ma foi, on va quand même rentrer dedans. Allez. Ça c'est le genre de truc, passage important, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dedans, donc continuons jusqu'au bout. 310. L'intérieur de la grotte est noir, comme un four, et, pour ne pas risquer de tomber dans quelques trous, vous tâtez le sol devant vous avec votre épée. Soudain, la lame heurte un objet dur placé en travers de votre chemin, et qui, au son, semble être métallique. Vous tendez les mains et, au toucher, vous parvenez à la conclusion qu'il s'agit d'une grosse boîte en fer fixée au sol par des boulons et munie d'un couvercle à charnière. Si vous essayez d'ouvrir la boîte, rendez-vous au 45. Si vous préférez faire demi-tour et rejoindre votre cheval, rendez-vous au 235. Donc là on insiste, hein, faites bien demi-tour, ne continuez pas, donc personnellement on va forcer, on continue, on va au 45. 45. Craignant un piège, vous vous placez sur le côté de la boîte métallique dont vous soulevez le couvercle avec votre épée. La grotte est aussitôt illuminée par une étincelante lumière blanche qui jaillit de la boîte avec une telle intensité que vous êtes ébloui. Vous constatez néanmoins, entre vos paupières mi-closes, que vous n'êtes pas seul. Irradiés par la lumière, 2 colossaurades surgissent du fond de la caverne et s'avancent pesamment vers vous. Blafards, totalement dépourvus de poils, ces monstres blêmes sont striés de grosses veines rouges animées de lentes pulsations. Bien qu'ils soient aveugles, ils tendent les mains vers vous, attirés par la chaleur qui émane de votre corps. Allez-vous essayer de refermer la boîte, faire demi-tour et fuir, combattre les colossaurades? Alors... La boîte, la fermer c'est tentant, mais bon, même chose, hein. On insiste à nous faire demi-tour. Fuir, bah, même principe, donc du coup on va les combattre. Au passage, nos colossaurades. Paragraphe 45. 2 colossaurades surgissent du fond de la caverne. Allez, premier combat. Youhou! Ah, premier combat avec 10 d'habilité, très bien. Équilibre quand tu nous tiens. Inconscients, les colossaurades s'approchent d'un pas pesant et encaissent sans brocher vos coups d'épée. Tirant leur énergie des radiations lumineuses, ils sont des adversaires redoutables. Premier colossaurade, habilité 10, endurance 5. Second colossaurade, habilité 10, endurance 6. Affrontez les uns après les autres. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 87. Allez, commençons le combat. Croisons les doigts. Je vais détailler la première phase, et ensuite, une fois qu'on aura la routine, je continuerai un peu plus rapidement. Première étape, c'est la créature d'abord, donc avec 10 d'habilité. J'espère qu'elle va faire un petit score, hein, parce que bon... Ok, 2. Bon, c'est un score minable, histoire de commencer, pourquoi pas. Ça lui fait 12. Je vais quand même lancer les dés. Parce que bah, elle a 12 de coefficient d'attaque, moi j'ai 12 en habilité, je vais rajouter au minimum 2 avec mon lancer de dés, je vais arriver à 14. Donc du coup, à mon tour de lancer les dés. Phase 2. Ok, 3, bon. Bah du coup, j'ai fait plus. Donc 3 et 12, ça fait 15. 15 contre 10, c'est moi qui ai un coefficient d'attaque plus élevé. Donc je retire 2 à l'endurance de la créature. Nous passons à 3. On reprend notre étape, je ne vais pas tenter ma chance.
à la créature d'attaquer donc. Alors, 7, c'est pas mal, on remet la boîte en place. Donc, la créature a fait 7, plus 10, 17. À mon tour. 6. Alors, 6 et 12, 18, c'est moi qui l'emporte. Elle était à 3 en endurance, elle passe à 1 en endurance. On recommence. Alors, bon, on relance. Bon, on relance. Ah, bon allez, elle a fait 9, c'est pas mal. Donc 9 et 10, 19. Ah, moi aussi j'ai fait 9. Alors, 12 et 9, 21. Donc je l'emporte. Du coup, il passe à 0. Le premier Colossaurade est mort. Premier monstre de l'aventure vaincu. Allez. Alors, 4. À mon tour maintenant. Hop, allez, un petit 10. C'est toujours plus que mon adversaire. Alors, 10 et 12, 22, 4 et 10, 14, bon bah il se prend une bonne patate, il y passe à 4, on recommence. Ah oui, 12, ok, bon score. Donc 12 et 10, 22, donc à mon tour de lancer les dés. 10, ok, 10 et 12, bah ça fait 22, donc bah du coup... 22-22, égalité. Donc bah il se passe rien, on recommence. J'espère que les tirages seront moins fumés pour le Colossaurade cette fois-ci. Ah bah voilà, 3, c'est déjà mieux, ça lui fait 13. Donc là, je ne peux pas perdre. J'ai 12 en habilité. Bon bah, 3 et 10, 13. Si je fais 1 sur 2 dés de 6, il y aura peut-être un match nul. On sait jamais. 2, ah, double 1, presque. Donc en tout cas, bah, donc je l'emporte, il perd 2. Et ensuite, on continue. Alors ça, il fait 6, 6 et 10, 16, ouais, c'est passable. J'ai plus de chances de m'en sortir que lui. Suspense, c'est un 5. Ah, je l'ai remporté, il me semble. Donc lui, il avait 6, ça lui fait 16. Moi j'ai 5 et 12, 17. Je l'emporte, je lui mets le dernier point. Il passe à 0. J'ai vaincu les 2 Colossaurades. C'était très compliqué. D'ailleurs, bon, on a vu qu'il faisait des scores plus élevés que moi des fois. Mon offrande n'est pas si efficace que ça. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 87. 87. En explorant le fond de la grotte, vous trouvez une caisse. Si vous voulez l'ouvrir en soulevant quelques planches, rendez-vous au 295. Si vous préférez rejoindre votre cheval, rendez-vous au 235. Bon alors là, on a eu le combat et il nous demande si on veut repartir sans le loot, parce que bon, ce serait quand même bête d'avoir un truc important. Donc bien sûr, on va ouvrir cette caisse. 295. Vous ouvrez la caisse en utilisant votre épée comme pied de biche. Elle contient une armure et une cotte de maille, mais pas de casque. Allez-vous endosser l'armure? Rendez-vous au 380. Endosser la cotte de maille? Rendez-vous au 328. Rejoindre votre cheval sans rien prendre? Rendez-vous au 235. Personnellement, le choix est vite fait, hein. J'ai toujours été fan... je crois que c'est Val Kilmer dans Willow, en armure en cotte de maille. Donc, on va prendre la cotte de maille, 328. 328. La cotte de maille vous va parfaitement et n'entrave pas vos mouvements. Augmentez votre habilité de 1 point. N'ayant pas l'utilisation de l'armure, vous rejoignez votre cheval. Rendez-vous au 235. Alors tactiquement, je passe à 13. Sauf que je suis déjà à 12 et on me dit pas que je peux dépasser. Donc je note juste dans ma fiche de perso que j'ai une cotte de maille sur moi. Si j'avais su, j'aurais peut-être fait 11 au tirage d'habilité. 235. Soulagé de vous retrouver à l'air libre, vous sautez en selle et vous faites redescendre votre cheval au bas de la colline afin de suivre le cours de la rivière, plus avant dans la vallée. Rendez-vous au 284. 284. Au bout d'une heure, vous estimez que vous vous éloignez trop vers le nord et que, si vous voulez avoir une chance de découvrir le lac perdu, il faut obliquer vers l'est. À la première occasion, vous abandonnez la rivière pour prendre un chemin qui s'enfonce dans les collines en direction du Levant. Vous chevauchez depuis un certain temps lorsque vous apercevez sur votre gauche un mince panache de fumée provenant d'un versant opposé d'une colline voisine.
Si vous voulez aller voir quelle est l'origine de cette fumée, rendez-vous au 33. Si vous préférez continuer tout droit, rendez-vous au 261. Alors, ça peut être un campement, ça peut être un feu de forêt, ça peut être un pillage. À ce moment-là, ce serait quand même risqué d'y aller. Ou alors on peut continuer tout droit. Alors j'ai déjà perdu 4 points d'endurance, j'ai survécu à un combat, pour l'instant tout va bien, on va tenter sa chance. On va aller voir ce qui se passe, rendons-nous au 33. Oh, une image, 33. Un vieux chercheur d'or gît immobile, une flèche plantée dans l'estomac. Ah, au moins c'est pas dans le genou. Alors, 33. Lorsque votre cheval atteint la crête de la colline, votre question trouve immédiatement sa réponse. Le panache de fumée s'élève des vestiges carbonisés d'une cabane en bois, ravagée par un incendie. Adossé à un tonneau, un vieux chercheur d'or gît immobile, une flèche plantée dans l'estomac. À côté de lui, une hache est posée sur le sol. Si vous désirez savoir s'il vit encore, rendez-vous au 52. Si vous préférez poursuivre votre route vers l'est, rendez-vous au 261. Alors déjà, au minimum, il y a une hache à prendre, donc je vais sûrement pas faire demi-tour. C'est peut-être un piège, on sait jamais. Bon, on n'a pas l'option d'être sur son qui-vive, mais on va quand même aller au 52. 52. Vous appliquez votre oreille contre la poitrine du vieil homme. Il est vivant, mais très faible. Lorsque vous tentez de lui faire boire un peu d'eau du tonneau, il s'étangle, gémit car sa blessure à l'estomac l'empêche d'avaler. Ses yeux s'en trouvent lentement et il essaie de parler en bretouillant péniblement. Des orques, 4, volez mon or et mes provisions. Parti vers l'est, méfiez-vous, embuscade, au fond du tonneau, pour vous. Mais il ne peut achever sa phrase et ses mots se confondent avec son dernier souffle. Après avoir enterré le vieil homme, vous décidez de vider le tonneau, mais non sans avoir préalablement étanché votre soif. Augmenterez votre endurance de 1 point. Ah bah super. On repasse à 18. Une fois le tonneau vide, vous découvrez qu'il est muni d'un double fond. Vous forcez celui-ci avec votre épée et vous trouvez une pépite valant 10 pièces d'or. On va noter, pépite. Petit PO. Paragraphe 52. Ensuite, un couteau. C'est toujours bien. Une fiole contenant un liquide limpide étiqueté eau bénite. Un cristal translucide suspendu à une chaîne d'or. Cristal translucide. Chaîne d'or. Vous empochez la pépite et la fiole, vous glissez le couteau dans votre ceinture et vous examinez l'étrange cristal. Si vous décidez de passer la chaîne autour de votre cou, rendez-vous au 352. Si vous préférez ne pas y toucher et obliquer vers le sud-est pour éviter les orques, rendez-vous au 137. Alors, c'est pas mal. Yastromo nous a dit qu'il fallait récupérer des talismans. Ce serait con, on a bien commencé l'aventure, ce serait bête de se faire one-shot pour une connerie comme ça. Mais bon, Yastromo est notre ami, Yastromo a dit qu'il fallait des talismans, bijoux, breloques, colifichets et autres. Donc on va prendre cette breloque. 352. Vous portez maintenant un cristal de raison. Ce talisman vous protégera de toute attaque contre votre équilibre mental. Tenant compte de l'avertissement du mineur, vous dirigez votre monture vers le sud-est afin d'éviter les orques. Rendez-vous au 137. Yes. Talisman de raison. 352. C'était un sacré tonneau. Ah, les orques ont raté tout ça, quelle bande de cons. Allez, on continue. Rendez-vous au 137. 137. Tout en chevauchant, vous scrutez le triste ciel gris d'où des lueurs ailées pourraient fondre sur vous. Il n'y a pas la moindre créature volante en vue, mais le silence pesant vous donne le frisson. Soudain, votre cheval pousse un hennissement et se cabre. Lancez 2 dés. Si le chiffre obtenu est égal ou inférieur à votre habilité, rendez-vous au 39. S'il est supérieur à votre habilité, rendez-vous au 298. Bah voilà. J'ai tout en habilité. Si je fais un truc égal, je réussis mon test a priori. Donc pour la forme on va lancer les dés. Hein. 2. Ah bah, j'ai bien fait le lancer maintenant dis donc. Avec ce 2, je réussis mon test. Allez, 39.
En tenant les rênes d'une main ferme, vous parvenez à vous maintenir en selle. Brusquement, 3 monstrueuses créatures se matérialisent comme par magie pour vous barrer la route. Rendez-vous au 239. Oh, ce jet d'habilité était une embuscade. Alors ce 4e mur est complètement explosé du coup. 239. Ah, 3 d'un coup. Oh. Les caméléonites, couleur de pierre, marchent sur 2 pattes d'un pas curieusement saccadé. Ils ont une tête reptilienne d'où saillent des yeux globuleux et une longue langue. Et leur corps est couvert d'écailles, mais leur forme générale est humanoïde et chacun d'eux s'est armé d'une massue de pierre pour vous attaquer. Alors, combattez-les à tour de rôle. Si vous êtes encore à cheval, majorez votre attaque de 2 points à chaque assaut. Why not? C'est comme si j'avais 14 en habilité. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 356. 8. Donc 15 pour le premier caméléonidé. 8 et 7, 15. Bon bah, j'ai déjà mon plus 2, plus mon endurance 12, ça fait 14. Bah, je vais pas faire 1. On peut faire 1 avec 2 dés de 6. Allez, bim, 11. Gâchons nos lancers de dés, super. Alors, 11, bah du coup il passe à 5. On continue. 5, ok. Alors, 5 et 7, 12, bon. Il passe à 3 en endurance, on va pas lancer les dés. Hop, 4. Alors, 4 et 7, 11, même chose, j'ai toujours au-dessus, avant de lancer les dés. Donc, il passe à 1. Ah, en dehors de la caméra, on recommence. 6. Bah, 6 et 7, 13, hein, on va toujours aussi rater. Le premier est mort. Hop, 1 en moins. C'est bête qu'on gagne pas de points d'expérience. Deuxième, allez, 6 en habilité. Bon, c'est encore pire. Hop là, 12, direct. Lui, il en veut. Mais je pense que ça ne sera pas assez. 12 et 6, 18. Allez. Alors, c'est un 4. 4 et 14, 18. Ça fait donc égalité, ma bonne dame. On recommence, il est toujours à 6. 5. 5 et 6, 11. C'est moi qui gagne. Il faut qu'il dépasse 14 pour espérer me toucher. Voire 16 même pour espérer me toucher. Il passe à 4. On recommence. À lui d'attaquer à nouveau. 7. 7 et 6, 13. Toujours pas assez. Il est à 2. Et ce sera un 11 cette fois-ci. Alors, 11 et 6, 17. Il y a un enjeu. Je suis déjà à 14. On va relancer les dés. Et je fais 7. Alors, 7 et 12, ça fait 19. Plus mon bonus de 2, ça fait 21. Bah, il est mort. Allez. Au troisième. Alors, 6. 6, oui. 6 et 7, 13. Je gagne. J'ai déjà 14 avec mon bonus. Je lui retire 2 points d'endurance, il passe à 4. Non, c'est suivant. 3. 3 et 7, 10. Je crois qu'il est en dessous, clairement. Il passe à 2 d'endurance déjà. Et enfin... Enfin, on sait jamais, peut-être réussir à me toucher. Hein. Alors, 7. Alors, 7 et 7, bah ça fait 14. Il peut y avoir match nul. Non, je dis n'importe quoi. J'ai mon bonus de plus 2, je suis déjà à 14. Non, non, bah voilà, c'était très interactif comme combat. Ils se sont fait exploser. Ça aurait pu être plus efficace, j'ai fait des matchs nuls encore. En tout cas, vous êtes vainqueur. 356. En contemplant le corps sans vie des caméléonides, une vieille légende entendue dans votre enfance vous revient en mémoire. On raconte que le sang de ces créatures très rares confère aux êtres humains le pouvoir de se camoufler parfaitement une fois dans leur vie. Mais l'on ajoute qu'il a parfois de redoutables effets secondaires. Si vous décidez d'enduire votre corps de sang de caméléonide, rendez-vous au 124. Si vous préférez éperonner votre cheval et repartir vers l'est, rendez-vous au 180. Bon bah... 124.
Vous vous oignez prudemment d'un peu de sang et vous attendez de voir si celui-ci a des effets nocifs. Oui, parce que je dis oindre, parce que oindre c'est tellement mieux que enduire. Lancez un dé. Si vous obtenez 1, rendez-vous au 163. Si vous obtenez 2, rendez-vous au 272. Si vous faites de 3 à 6, rendez-vous au 361. Bah, au moins on n'est pas mort instantanément, c'est déjà ça. Ah bah allez, hop, un petit 3 au queue. Le 3, c'est 361. Au bout de 10 minutes, comme rien d'épouvantable ne s'est produit, vous comprenez que vous vous êtes immunisé contre les effets secondaires du sang de caméléonide. Ajoutez un point à votre chance. Tout joyeux, vous faites prendre à votre cheval la direction de l'est. Rendez-vous au 180. Au passage, oui, plus 1 en chance, je suis déjà au maximum, je ne peux pas augmenter. 180. Au pied de la colline suivante, le sol est changé d'ossements. Ce sont des os de grande taille, provenant de créatures inconnues. Certains sont entassés en hautes piles, d'autres sont éparpillés sur de vastes surfaces. Soudain, vous apercevez un petit homme vêtu d'une robe et d'un capuchon noir qui se dissimule derrière les piles d'ossements en bondissant de l'une à l'autre. Allez-vous-en, clabit-il d'une voix terrifiée. Si vous souhaitez lui parler, rendez-vous au 70. Si vous préférez contourner la vallée des ossements, rendez-vous au 369. Je viens en paix, je suis pas là pour tataner. A priori, je lui fais peur, vu que la voix est terrifiée. Donc je pense qu'on peut se permettre de lui parler. 70. Lorsque vous arrivez à proximité de la pile d'ossements, une pluie d'os s'abat sur vous, lancée avec frénésie par le petit homme. Si vous voulez vous battre avec celui-ci, rendez-vous au 134. Si vous préférez lui crier d'arrêter en lui expliquant que vous ne lui voulez pas de mal, rendez-vous au 343. Elle va quand même balancer des os à la gueule. En plus, bon, elle a l'air un peu hystérique. Bon bah allez, hein, fight. 134. Vous sautez à bas de votre cheval en dégainant votre épée. Sauf que moi je veux pas sauter à bas du cheval, je veux garder mon bonus de plus 2 en attaque. C'est stupide. En même temps il est petit, je vais peut-être pas le toucher. C'est peut-être ça le truc. Donc on va descendre, ouais. Et vous attaquez le gardien des ossements, qui est vif comme l'éclair et armé de 2 longs fémurs. Ah bah ouais ça, je suis attaqué par des fémurs. Gardien des ossements, habilité 5, endurance 6. Alors, il a fait 7, ok, très bien. 7 et 5, 12. C'est facile, défi fantastique. Donc, bah, même avec 1, je passerai à 13, le problème est réglé, il passe à 4 en endurance. Deuxième étape. Ah, 9, c'est déjà plus, ça fait 14, attention. On risque un match nul. Quel enjeu. Alors, 3... Bah, 3 et 12, 15. 15, bah, j'ai gagné. Pas de match nul. Hop. Il se prend 2 à nouveau. Il est à 2. Je vais pas tenter ma chance. Je vois surtout que je vais en perdre 3 en dessous, donc on va peut-être éviter. 10. Pas mal. Alors, 10. 10 et 5, 15. De mon côté, 4. 4 et 12, 16. Bah, j'ai gagné. 0. Il est mort. Hop. J'ai rien perdu, mais je vois que je vais perdre 3 points de chance. Donc, la vallée des ossements maudit quiconque s'attaque à son gardien. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 287, mais déduisez 3 points de votre chance. J'étais à 11, je perds 3, je passe à 8. Hop, 287, nous voilà. 287. Le gardien des ossements porte autour du cou une bourse de cuir contenant 3 bagues en os, toutes soigneusement polies. Chacune d'elles est ornée de symboles gravés. Pour la première, c'est une pleine lune. Pour la deuxième, un poignard. Pour la troisième, un crâne humain. Souhaitez-vous glisser à votre doigt la bague à la lune? Rendez-vous au 10. La bague au poignard, rendez-vous au 94. La bague au crâne, rendez-vous au 265. Si vous ne touchez pas aux bagues et si vous quittez la vallée des ossements en direction de l'est, rendez-vous au 369. Alors, je viens de buter un gardien des ossements, ça va coûter 3 points de chance. Et en plus, je repartirai sans rien. Donc non. Lune, poignard ou crâne? Lune, poignard ou crâne? Je pense que ça manque de crâne un peu sur la présentation, donc on va en rajouter un.
Allez, 265. Vous glissez la bague à votre doigt et vous tentez de lui faire produire un effet magique, mais il ne se passe rien. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez essayer la bague à la lune, rendez-vous au 10, soit la bague au poignard, rendez-vous au 94. Si vous préférez quitter la vallée des ossements en direction de l'est, rendez-vous au 369. Ah, j'allais me plaindre parce qu'on peut en prendre qu'une, ils y ont pensé. Le poignard ça me tente pas, hein. J'aurais l'impression de me faire planter systématiquement. La lune, bah allez, hein. 10. Ayant glissé la bague à votre doigt, vous la frottez, vous la levez au-dessus de votre tête et vous essayez même de lui donner des ordres, mais sans y découvrir la moindre vertu magique. Haussant les épaules avec résignation, vous vous interrogez sur la marge à suivre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez tenter votre chance soit avec la bague au poignard, rendez-vous 94, soit avec la bague au crâne, 265. Si vous préférez quitter la vallée des ossements en chevauchant vers l'est, rendez-vous au 369. Alors j'ai déjà la bague au crâne. Là j'ai la bague lune. Est-ce que j'ai une troisième main pour mettre la bague avec le poignard? Ou est-ce qu'on va continuer? Je pourrais toujours la mettre aux orteils, me dira-t-on. Mais je la sens toujours pas. En plus, tentez votre chance. C'est pas en italique, ça veut pas dire que c'est un jet de tenter votre chance. Je ne retire pas encore un point. Mais non, on va arrêter là, on a déjà été bien chanceux, on va aller en 369, tranquillement. 369. Vous quittez la vallée et vous faites escalader à votre cheval la colline suivante, au sommet de laquelle se dresse un amoncellement de sombres rochers de granit. Le plus gros bloc semble porter une inscription gravée en grande partie dissimulée par de la mousse. Si vous voulez mettre pied à terre et tenter de déchiffrer l'inscription, rendez-vous au 306. Si vous préférez descendre le versant opposé, rendez-vous au 324. Donc, est-ce qu'on fait une pause? Est-ce qu'on regarde au pied de ce monolithe ce qu'il y a d'inscrit? Et encore, c'est même pas un monolithe, hein. C'est un tas de granit. Oh d'ailleurs, oh putain. Granit sans œufs. C'est une roche à l'aspect sédimentaire, ce n'est pas du granit avec un E. Wow. Si quelqu'un ne... si toi tu nous écoutes, tu sais bien... Ah, ce vieux débat. N'empêche, ça s'écrit avec un E. 306. Vous grattez la mousse et vous déchiffrez les paroles d'une comptine. Pour vous, la porte en granit s'ouvrira sans la combattre si vous pressez à la suite le 1, le 8 et le 4. Vous apprenez la comptine par cœur, remontez en selle et partez, rendez-vous au 324. Bon, ça a la gueule d'un indice. Donc indice. Porte granit 184. Bon, allez, on remonte en selle, 324, et on retourne un petit peu plus de sérieux. Au pied de la colline, votre chemin croise un ruisseau coulant du nord au sud. Lorsque vous l'atteignez, votre cheval s'arrête et tend la tête vers l'eau. Si vous lui lâchez les rênes pour le laisser boire, rendez-vous au 376. Si vous l'obligez à traverser le ruisseau et à continuer sans perdre un instant, rendez-vous au 391. Bon. Ma quête est urgente. Avec le risque qu'elle soit empoisonnée ou qu'il chope une maladie et qu'on perde un éventuel bonus de plus 2 dans un combat en monture. Parce que le 14 il est quand même tentant. Ou alors, ça peut être aussi une embuscade avec des gars qui vont nous tomber dessus, il n'y a pas de forêt autour. C'est au pied de la colline, il n'y a pas de précision. A priori on voit rien. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on est pressé? Pas tant que ça. Allez. 376. 376. Votre cheval s'abreuve longuement au frais ruisseau. Estimant que dans les collines l'eau doit être potable, vous décidez d'en faire autant. Ah bah c'est bien ça. On laisse d'abord le cheval boire et ensuite on estime qu'elle est potable. Augmentez votre endurance de 1 point. Quand, à votre avis, votre monture s'est suffisamment reposée, vous l'enfourchez à nouveau et vous traversez le ruisseau. Rendez-vous au 391. Je note, je passe à 19 en endurance. Ça va, je remonte ce lancer de dard de mouche. Allez. 391.
En arrivant au sommet de la colline suivante, vous tournez les yeux vers l'est, mais aussi loin que portent vos regards, vous ne découvrez que le moutonnement ininterrompu des collines s'estompant dans la grisaille du ciel couvert. Soudain, vous entendez un martèlement de sabots lancés au galop et des cris. 391, une bande de gobelins escalade la colline sur leurs petits chevaux montés à cru. Donc des cris de guerre stridents déchirent le silence. Vous vous retournez sur votre selle, derrière vous, une bande de gobelins escalade la colline sur leurs petits chevaux montés à cru. L'un des cavaliers porte une bannière à laquelle se balancent des têtes réduites. Les brigands sont 4, il faut vous décider vite. Si vous voulez charger les gobelins en dévalant la colline, rendez-vous au 60. Si vous voulez les fuir, à bride abattue, rendez-vous au 16. Alors, bon... fuir, c'est cool. Bon, ils sont aussi à cheval, donc... je suis pas sûr d'être... Quoique mon cheval est frais, il a bu. Bon, maintenant ce sont des gobelins. On connaît pire comme combat, hein. Allez, on leur fonce dans le temps, on va leur apprendre la vie. 60. Vous faites évoluer votre cheval de manière à affronter les gobelins à tour de rôle. Yeah. 4e combat, j'ai eu 2 colossaurades, 3 caméléonides, 1 gardien, j'en suis à 8 créatures, je vais 3e combat, 4e combat, 12 créatures. C'est cela, oui. Allez. Premier gobelin, 5 en habilité, c'est parti. « 5 et 5, 10. Bon, bah, problème réglé. Tu dépasses pas 12. Donc, bah, je te retire 2 en endurance tout de suite, tu passes à 3. Ah, j'aurais pas perdu autant de chance. Il y aurait moyen de gagner un tour, là, avec la... Tentez votre chance. Alors cette fois-ci, 6, il nous fait un 6. Alors 6 et 5, 11. Toujours pas assez. Ça va aller vite, il est à 1. 3e tour. Alors 5, bon bah ça c'est fait. Hein. Finito, il est morto, a pu. Suivant, à nouveau 5. J'espère qu'il sera plus efficace. Ah oui, 8, là il y a un enjeu. Ou pas, attendez. 5 et 8, 13, non, toujours pas. Il perd 2, il passe à 4. Alors... Ah, c'est un 12. Là, en effet... Ça devient intéressant. Donc, 17. Moi, je suis à 12. Hop. Ah bah 6. Bon, bah 6 et 12, 18. Hein. Hop. Bibi, il a gagné. Il va passer à 2, parce que si j'ai bien compté... 9 et 12, 21. Hop. Dernier tour, si tout va bien pour ce deuxième gobelin. Hop, il a fait un 3. Très bon choix. Ça, c'est réglé. 3 à 12 d'affilée, ça aurait été un peu violent. Allez. Suivant. Oui, parce que bon, il est à dans l'endurance, il vient de faire 3, ça fait 8, il dépasse pas les 12. Donc du coup, j'aurai forcément plus que lui. Donc bah du coup, hop, 3e gobelin. Alors, 6. Oh non, mais 12, on va se calmer là. Allez, hop. 12 et 6, 18. Et bah 8, 12 et 8, 20. Bah ouais, j'ai gagné. Hop, tu prends 2, tu passes à 3. Ensuite, hop, il a fait un 7. 6 et 7, 13, problème réglé. Hop. Il passe à 1. Alors, ah, il manque un dé. On relance. 3, très bien 3, ça fait qu'un lancer à faire, j'approuve. Donc 3 et 6, 9. Donc il passe à 0, on passe au dernier gobelin. Allez, hop, 4. Alors, 4 et 6, 10, il a perdu, donc il passe à 4. 5, ouais, allez, hop, 5 et 6, 11, raté, il passe à 2 en endurance. Bon. 6 et 6, bah ça fait 12. Hein. 12, c'est ce que j'ai, donc bah forcément raté. Bah du coup il est mort. Au moins celui-là, il a été rapide. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 116. 116. L'inventaire des sacs en toile des gobelins fournit 2 pièces d'or,
Hop, PO 2. Un peu de fromage racorni et un miroir fêlé dans un cadre d'argent. Vous mettez de côté l'or et le miroir et vous examinez le fromage. Si vous décidez de le manger, rendez-vous au 140. Si vous préférez le jeter et chevaucher vers l'est, rendez-vous au 292. Oh bah, moi j'adore le fromage, hein. Même pas besoin de réfléchir. Le fromage est sec et dur, mais néanmoins nourrissant. Augmentez votre endurance de 2 points. Et bah voilà. J'étais à 18, j'étais à 19, je passe à 21. La dernière bouchée avalée, vous flattez l'encolure de votre cheval qui se met en route vers l'est. Rendez-vous au 292. 292. Vous montez à nouveau jusqu'au sommet et vous redescendez vers l'autre versant. En arrivant en bas de la colline, vous apercevez un petit bois au nord à l'extrémité de la vallée. Si vous désirez conduire votre cheval vers ce bois, rendez-vous au 203. Si vous préférez lui faire escalader la colline suivante, rendez-vous au 280. Alors même chose, on n'a toujours pas eu de one shot. Donc est-ce qu'on risque un one shot alors que bon, a priori pour l'instant tout se passe bien, ou alors est-ce qu'on zappe cet événement et on continue, donc sachant qu'on risque de rater un objet important, comme toujours avec Annie Midstone. Bah du coup hein, c'est vite fait. Bien sûr, on fait une pause, on va dans le bois. 203. 203. Votre cheval s'enfonce sous de grands arbres noueux, dans un sous-bois touffu. L'ambiance est oppressante et il fait très sombre, car les frondaisons sont si denses qu'elles absorbent presque toute lumière grisâtre du jour. Vous arrêtez votre monture et vous éprouvez aussitôt la sensation très nette qu'on vous épie. Tous les sens en alerte, vous remettez votre cheval en route. Rendez-vous au 365. 365. En traversant lentement le bois au pas de votre cheval, vous voyez remuer les feuilles d'un buisson. Ne parvenant pas à vous convaincre que c'est le vent qui les a fait bouger, je suis malin, vous tirez votre épée et vous dirigez votre monture vers le buisson. Soudain, une créature hideuse en surgit et fixe sur vous des yeux semblables à 2 trous noirs. Sa forme générale est humanoïde, mais sa peau sombre, rêche comme l'écorce, couverte de mousse et de champignons, grouille d'insectes rampants et son visage de bois semble mort. Brusquement, les bras du démon ligneux se déroulent et se tendent vers vous comme la cire d'une plante grimpante pour vous faire tomber de votre selle. Les cires d'une plante grimpante ? Lancez 2 dés. Si le total est égal ou inférieur au chiffre de votre habilité, rendez-vous au 232. S'il est supérieur au chiffre de votre habilité, rendez-vous au 397. Cire, des cires ? Des cires d'une plante grimpante ? Petite pause. Alors oui, le cire est un filament qui constitue l'organe de fixation que certaines plantes utilisent. Mot croisé, comme une flèche, même chose, le cire. Universalisme. Bon bah là on en est sûr en zoologie. Le cire des bah non, ça c'est chez les invertébrés. Et c'est chez les munis de cire brille de plantes grimpantes. Oui mais zoologie c'est les animaux, c'est pas la phytologie. Allez, en tout cas ça existe. Bon. Fin de la pause. Alors du coup, on lance nos dés. Alors, 5. Ok, bah 5 c'est bien inférieur à 12, donc j'ai réussi mon lancer. 232. Alors je pense que là c'est une erreur de gameplay, parce que bah, le fait que ce soit égal, bah, ça fait qu'on peut pas échouer au lancer de dés. Il pourrait y avoir au moins un enjeu. Si c'est inférieur, on gagne. Si c'est égal ou supérieur, on perd. Bon, enfin, ça, c'est une petite remarque. Hein. Énième aparté. 232. Vous vous libérez de l'étreinte avec votre épée et vous attaquez aussitôt le démon des bois. Démon ligneux. Habilité 9, endurance 10. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 89. Enfin, un combat en solo. Ça fait du bien. C'est réglé en synchrone si tout va bien. Allez, hop, il nous fait un 8. 8 et 9, 17. Et moi je fais un 6, 12 et 6, 18. C'est moi qui gagne. Tu perds 2 points, tu passes à 8 en endurance. Deuxième lancé. Ah, 3, c'est bien ça. Allez, hop. Pas besoin de contre-attaquer. 3 et 9, 12, c'est pas assez. Tu passes à 6 en endurance. Troisième tour de combat. 6 et 5, 11. Bon score ça. Alors,
11 et 9, 20. Et moi je fais 9. Donc bah 12 et 9 ça fait 21. Je l'emporte de justesse. Tu passes à 4 en endurance. Ah, 9 à son tour. Alors 9 et 9, 18. Ah, 4. Ah tout le monde l'a vu. 12 et 4, ça fait 16. Je me prends 2. Allez. Hop. On repasse à 19. J'aime pas 19. C'est pas beaucoup 19. Allez, à son tour. Hop, un petit 3. Ça c'est bien. 3, j'aime bien. Hop. Prime, je reviens pas à ça. Et bien moi, je fais 4. Je suis à 16, c'est plus, je gagne. Hop, tu passes à 2 en endurance. On va y arriver. Alors, 6. 6 et 9, 15. On va essayer de pas perdre. Alors, ah bah, direct, bim. Prends ça. Alors, 11. Bah, 11 et 12, 23. Il passe à 0 en endurance. Il a perdu ce combat. Techniquement, premier sang versé. J'ai enfin perdu des points de vie sur une attaque. Comme quoi, hein, les mauvaises langues qui disent que c'était son pipé. Ça va, ça passe. Allez. 89. 89. Si vous voulez attacher votre cheval à un arbre et partir à pied à travers les broussailles denses à la recherche de l'antre du démon, rendez-vous au 319. Si vous préférez piquer des 2 au sortir du bois le plus rapidement possible, rendez-vous au 168. Bah, on va looter. 319. 319. Pendant un instant, vous vous frayez péniblement un chemin à travers les broussailles et les ronces sans trouver la moindre tanière. Peut-être le démon ne possède-t-il pas de gîte. Vous venez de décider d'y renoncer et de rejoindre votre cheval lorsque quelque chose dans un tas de feuilles attire votre attention. En écartant les feuilles avec la pointe de votre épée, vous découvrez le reste d'un homme portant une côte de maille, certainement une victime du démon Ligneux. Vous remarquez que les doigts squelettiques de sa main droite sont crispés sur une baguette d'argent d'une 50aine de centimètres. Un beau casque est posé à côté du crâne, et un sac à dos en cuir moisi gît près du cadavre. Allez-vous examiner la baguette d'argent, rendez-vous au 360. Essayez le casque, rendez-vous au 111. Ouvrir le sac à dos, rendez-vous au 175. Vous vous désintéressez du corps et rejoindre votre cheval, rendez-vous au 221. Alors, le gars était en armure et portait pas de casque. Alors qu'a priori, s'est fait tuer par un démon ligneux. Il a peut-être été surpris, pas pendant son sommeil, on dort pas quand même pas avec une côte de maille. Donc, la côte de maille, elle me semble bonne. Mais du coup, j'ai pas envie de prendre le casque. J'aurais bien pris la côte de maille une deuxième, hein, mais on peut pas. Qu'est-ce qui nous reste? Le sac à dos et la baguette d'argent. Et bah allez, baguette d'argent, 360. 360. La baguette ayant une extrémité creuse, filetée intérieurement, vous en déduisez qu'elle est faite pour se visser sur une seconde partie, laquelle est perdue ou détruite. Vous remarquez que le chiffre 37 est gravé sur l'extrémité pleine de la baguette, mais vous ignorez ce qu'il signifie. Vous rangez la baguette dans votre sac à dos avant de prendre une décision. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez soit essayer le casque, rendez-vous au 111, soit ouvrir le sac à dos, rendez-vous au 175. Si vous préférez remonter en selle, rendez-vous au 221. Donc j'ai une demi-baguette. Numéro 37. On est au 360. 175. Le sac à dos contient 4 pièces d'or. Je passe à 6 pièces d'or. Une bougie et un rouleau de parchemin. Alors la bougie... 175. Rouleau de parchemin. 175. Ah, je peux dérouler. Alors, si vous voulez le dérouler pour prendre connaissance de son contenu, rendez-vous au 268. Si vous préférez ne pas toucher au parchemin, vous pouvez, si ce n'est pas déjà fait, soit examiner la baguette, soit essayer le casque. Toujours le 111. Vous pouvez également remonter à cheval. Bon, on va dérouler le parchemin. 268. Le parchemin relate la légende du fabuleux Carcandis et de sa corne miraculeuse. Bien qu'il n'existe aucune preuve formelle de l'existence de cet animal, des rumeurs courent sur son compte depuis des siècles. On dit qu'il a la peau verte, pustuleuse,
et qu'il ressemble au croisement d'un monstre des profondeurs avec un golem de chair, mais avec en plus une corne unique au milieu du front. La corne de Cargandis passe pour posséder de nombreux pouvoirs magiques et mystérieux qu'elle conserverait même une fois détachée de la tête du Cargandis. Tout possesseur de la corne pourrait, en la brandissant, faire agir ses pouvoirs. Vous avez déjà entendu parler de cet animal, mais vous êtes stupéfait d'apprendre que, d'après le parchemin, l'une de ces créatures est censée habiter les souterrains mugissants du plat pays occidental. La Belgique ? Le malheureux chevalier, auquel appartenait le parchemin, était peut-être en route pour le plat pays, la Belgique, lorsqu'il a trouvé dans les bois une fin prématurée. Vous rangez le rouleau dans votre sac à dos et vous vous demandez ce que vous allez faire. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez soit examiner la baguette, rendez-vous au 360, soit essayer le casque, rendez-vous au 111, toujours pas. Si vous préférez rejoindre votre cheval, rendez-vous au 221. Bah, 221 ? Non, vous n'essayerez pas le casque, c'est sûr. 221. À votre grand soulagement, votre cheval est toujours à la tâche et semble brouter avec satisfaction. Sans perdre davantage de temps, vous l'enfourchez et vous repartez. Rendez-vous au 168. « 168. Toujours à l'affût d'une éventuelle embuscade, vous traversez le bois au pas. Bientôt, vous arrivez à la lisière d'une petite clairière dont le sol est couvert de champignons de couleur pourpre. Si vous voulez faire passer votre cheval au milieu des champignons, rendez-vous au 337. Si vous préférez contourner la clairière, rendez-vous au 302. Alors... 302. Après avoir fait contourner la clairière à votre cheval, vous constatez avec soulagement que les arbres commencent enfin à s'espacer et vous êtes bientôt hors du bois. Rendez-vous au 194. 194. Vous atteignez bientôt des collines boisées. Ne voulant pas courir le risque de tomber dans une embuscade, vous faites obliquer votre cheval vers la droite et vous prenez une fois de plus la direction de l'est. Rendez-vous au 252. 252. Je viens de voir ce que le truc en bas. Le restant de la journée s'écoule sans incident et sans que vous découvriez le lac perdu. Le soir venu, vous choisissez un endroit approprié pour camper et vous vous couchez après vous êtes assuré que votre cheval est solidement attaché à un arbre voisin. Vous ne tardez pas à vous endormir, mais au milieu de la nuit, vous êtes réveillé par un long hurlement. En ouvrant les yeux, vous constatez que la lune est pleine et vous bondissez sur vos pieds, l'épée au poing, le cœur battant et tous les sens en alerte. Soudain, vous entendez un craquement de brindilles, puis un grondement sourd. Vous voyez bouger une ombre et, à la lueur de la lune, vous reconnaissez l'épaisse toison prune, les gros saillants et les traits bestiaux d'un loup-garou. Si vous portez une bague ornée d'une lune, et si vous savez comment l'utiliser, rendez-vous au paragraphe suggéré par la formule magique. Si cela vous est impossible, vous devez combattre le loup-garou à l'épée. Loup-garou, habilité 8, endurance 9. Ah putain, j'ai raté un truc. J'ai la bague à tête de lune, mais je ne sais pas m'en servir. Fallait peut-être pas tuer le gardien. Putain, si ça se trouve... Si ça se trouve, j'ai automatiquement perdu celui dont vous êtes le héros, cette crypte du sorcier, uniquement parce que j'ai attaqué le gardien. Ah, allez, combattons. Loup-garou, habilité 8, endurance 9, donc. Hop là, 7. 7 et 8, bah ça fait 15, donc il y a un intérêt. Hop, et moi je fais 8. Bim, dans ta gueule. 8 et 12, 20, c'est moi qui gagne. Tu passes à 7. Allez, hop. Ah bah 10, ok, d'accord, hop. 10. 18. Hop, et moi je fais 6, 6 et 12, 18. Match nul. Ensuite, il fait 3. Donc il est toujours à 7 d'endurance et il a fait 3. 3 et 8, 11. Hop, je commence à lancer les dés, mais non. 11, c'est moi qui gagne. Allez, tu passes à 5. Je suis perturbé par cette histoire de formule magique que j'ai ratée.
Ça ne sera pas imperfect. Alors, il nous fait un 6 et un 4, c'est un total de 10 plus 8 de 18. 18 en coefficient d'attaque à mon tour. 6, 18 aussi, décidément. Match nul, on recommence. Alors, il nous fait un 6 et 3, 9. 9 c'est beaucoup. 17. Et moi je fais 11. Bah, 11 c'est beaucoup. Alors, 11, 11 et 12, 23. C'est moi qui gagne. Tu passes à 3 en endurance. Hop. 7. 15. Voilà, à mon tour. Et moi je fais 10. 22. Hop, c'est moi qui gagne. Tu passes à 1. Toujours pas fini. 9 pour un total de 17. Et moi 11 pour un total de 23. Bah voilà, loup-garou mort. Si vous êtes vainqueur, mais que le loup-garou vous a blessé, rendez-vous au 275. On a déjà évité ça. Si vous êtes vainqueur sans avoir été mordu par le loup-garou, rendez-vous au 36. 36. Incapable de retrouver le sommeil, vous passez le restant de la nuit à réfléchir à la tâche qui vous attend. Aux premières lueurs du jour, vous montez à cheval et vous repartez une fois de plus vers l'est, gravissant la colline la plus élevée de manière à découvrir le panorama le plus étendu possible. Vous avez du mal à en croire vos yeux, à moins de 2 heures de cheval, vers le sud-est, vous distinguez un lac serti au creux d'un vallon. C'est avec un courage et une détermination renouvelée que vous éprenez votre monture, rendez-vous au 178. 178. Encore un combat. En dépit du ciel couvert, vous voyez une ombre traverser rapidement votre route. Levant les yeux, vous apercevez une créature ailée, dotée d'une tête d'aigle et d'un corps de lion, qui fond sur vous en piqué. Cette créature porte un harnais, et ses rênes sont tenues d'une main ferme par sa cavalière. Une jeune sauvageonne, vêtue de peau de bête. La monture de la barbare est un griffon, créature agressive mais fidèle. Griffon, habilité 10, endurance 10. Allez, on continue. 2. Bon bah moi ça me va, 2. Ça lui fait 12. Hop, tu passes à 8 en endurance. Hop là, 3. Bah bien, écoute. 3 c'est 13, c'est toujours pas assez, donc il passe à 6. 5, 5 et 10, 15, celle-là on va la jouer. 4, bah 12 et 4, 16. Hop, tu passes à 4. 11, allez, prends ton 11. 11, 21 pour le griffon. Alors, 10 pour moi. Il me semble que ça fait 22. Bah, prends ça dans ta gueule, hein. Hop, tu passes à 2. Oula. Quelle force. En tout cas, 4. 14. Et moi, je ferai 3. Alors. Bah, du coup, tu passes à 0. Bah oui, 3 et 2, 3 et 12, 15. Voilà. Ah. Vive les combats. Allez, si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 230. 230. Dans un dernier spasme d'agonie, le griffon s'élève à la verticale, puis retombe comme une pierre et s'écrase à quelques 200 mètres de là. Ne voyant pas la jeune barbare se relever, vous en concluez qu'elle doit être morte ou blessée. Si vous voulez vérifier, rendez-vous au 358. Si vous préférez reprendre votre chevauchée vers le lac, rendez-vous au 29. Une jeune barbare. Oui. Oui. Jeune barbare. Bah allez, hein. Allons voir. La jeune barbare gît dans une position bizarre à côté de son griffon. Elle ne donne aucun signe de vie, et vous ne saurez jamais pourquoi elle vous a attaqué. Bah, pour me défoncer la gueule parce qu'on est dans un game Livingstone, voyons. Peut-être le griffon avait-il faim et voulait-il manger du cheval. La jeune fille était armée d'une épée et d'un bouclier. Si vous n'avez pas d'épée, vous pouvez prendre la sienne, augmenter votre habilité de 2 points. Le bouclier héron et des signes cabalistiques sont gravés sur le pourtour. Oh. Si vous voulez prendre le bouclier, rendez-vous au 131. Si vous préférez repartir sans l'emporter, rendez-vous au 29. Bon, augmentez votre habilité de 2 points. J'ai pas lu que j'avais perdu mon épée. J'ai toujours une épée en rab. En même temps... Si vous n'avez pas d'épée, vous pouvez prendre la sienne. Donc je peux pas la prendre.
C'est con ça, une épée en rap ça aurait été pratique. En même temps, j'approche du lac, je vais récupérer une épée dont je ne pourrais pas me séparer. Bon, allez, non, on la laisse comme ça. Bouclier, c'est cabalistique, bien sûr qu'on va le prendre. Alors, vous voilà en possession d'un bouclier magique vieux de quelques 200 ans et doté du pouvoir exceptionnel de préserver celui qui le porte de décharges de foudre dues à la sorcellerie. Ah bah ça tombe bien. Bien entendu, il protège également contre les lames tranchantes. Celui qui l'a fabriqué l'avait baptisé l'Égide, et c'est certainement l'un des plus beaux boucliers d'Alantia. Augmentez votre habilité de 1 point et votre chance de 1 point. Vous mettez le bouclier en bandoulière et vous dirigez votre cheval vers le lac. Allez, bouclier Égide. Hop. Alors, je suis à 12, on ne précise pas que je peux augmenter. J'ai quand même un deuxième plus 1 des fois que je perds de l'habilité. Et je gagne 1 point de chance. Chance, j'étais à 8, parce que j'ai tué ce gardien qui me tracasse pour mon run. Allez, tout va bien se passer. 29. En descendant à cheval, le versant de l'une des dernières collines qui vous sépare du lac, vous apercevez au pied d'un arbre une boîte en fer toute rouillée. Si vous voulez l'ouvrir, rendez-vous au 205. Si vous préférez poursuivre votre route vers le lac, rendez-vous au 339. C'est la deuxième boîte en fer que je trouve. Il y en avait une dans la grotte. Je me suis pris les colossorades pour l'avoir ouvert. Allez, on aime l'aventure, on est là pour ouvrir des boîtes. 205. Vous fracturez la boîte en faisant sauter les charnières avec votre épée. La seule chose qu'elle contienne est une petite poupée d'argile. Oh putain, je le sens pas. Si vous décidez de prendre cette poupée, rendez-vous au 299. Si vous préférez continuer votre route sans y toucher, rendez-vous au 339. Ah bah allez, allons-y jusqu'au bout. 299. Le contact de vos doigts sur la poupée d'argile déclenche une réaction magique. La poupée se met à grandir. L'argile, dont elle est pétrie, semble aussi molle et aussi malléable que si on venait de la tirer du sol, et la poupée vous domine bientôt de toute sa taille. Ce monstre balourd s'enfonce gauchement vers vous, en brandissant des poings gros comme des massues. Le golem d'argile s'interposant entre votre cheval et vous, vous ne pouvez que l'affronter. Golem d'argile, habilité 8, endurance 9. Votre épée est une arme dérisoire contre un golem d'argile. Après chaque assaut, lancez un dé. Si vous obtenez 1, rendez-vous au 393. Si vous obtenez 2 à 6, continuez le combat. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous au 362. Ah bah, comme si on ne lançait pas assez de dés. Allez. Alors, après chaque assaut. Donc on va d'abord combattre, ensuite on va lancer les dés. Allez, petit golem. 6. 6 et 8, 14. De mon côté, je fais un 4. 4 et 12, 16. Je l'emporte. Tu passes à 7. 2, ok. Combat, le golem est à 7 en endurance. 6. Alors, 6 et 8, 14, il faut tenter. Hop, 3. 15, c'est bon. Je passe à 5 en endurance. Oh putain, je vais tenter ma chance à un moment. Allez. Lancer un dé. Alors, 6, bon, hop. C'est fait, donc on passe à la troisième ronde. Quatrième, il était à 5. Allez, on continue. Alors, 2. Ça lui fait 10. Hop. Tu passes automatiquement à 3. Alors, j'annonce que si je gagne cette ronde, je fais un tenter votre chance pour éviter d'avoir à lancer le dé. Sympa. C'est un 5. Ok. 5 et 8, 13. C'est bon. J'arrête définitivement la blague sur le 1 sur les 2 D10. Et du coup, je tente ma chance pour essayer de lui mettre 4 dégâts en pleine face pour le tuer instantanément. Du coup, j'aurais plus qu'un lancer à dés à faire. Alors, 4. Hop.
Bah 4 c'est bien, j'ai réussi mon test de chance, je passe à 8 en chance. Je double les dégâts, il prend 4, il passe à 0, il est mort. Allez, pour la forme on va lancer le dé encore une fois. Bon non, il est mort. 362. Le golem oscille un instant sur ses pieds avant de s'écrouler comme un arbre abattu. Au contact du sol, sa tête éclate, et vous y apercevez, enfoncée dans l'argile, une bague en or sertie d'une grosse pierre précieuse. Si vous décidez de glisser cette bague à votre doigt, rendez-vous au 102. Si vous préférez ne pas y toucher et poursuivre votre chevauchée vers le lac, rendez-vous au 339. Bon, alors, est-ce que c'est un truc du genre je suis un one-shot, mais vous venez d'affronter un monstre avec un combat terrible à votre désavantage, vous ne résisterez pas, mettez-moi au doigt et mourrez, ou alors est-ce que c'est vraiment une récompense? Techniquement, comme je faisais la blague tout à l'heure, de toute façon j'ai déjà une bague lune, j'ai une bague crâne, j'ai encore une place j'ai encore 2 places orteil gauche et droit. Allez. Une étrange irisation émane de la pierre, mais apparemment la bague ne possède pas le moindre pouvoir magique. Vous haussez les épaules, déçu, et vous vous remettez en route vers le lac. Bon, bah hop, une bague de plus. Bague or plus pierre irisante. On est en 102. Hop, comme ça, si j'ai besoin, je retourne au paragraphe. Allez, direction le lac. 339. 339. C'est avec nervosité que vous faites franchir à votre cheval la crête de la colline qui domine le lac. Dans la vallée règne un silence sépulcral. Et c'est à peine si une ride légère trouble la vaste étendue d'eau noire sur laquelle flottent des écharpes de brume. Vos yeux scrutent rapidement la surface du lac sans y déceler le moindre mouvement. Vous vous armez de patience et, au bout d'une heure, vous distinguez quelque chose qui dérive lentement vers la rive occidentale. Vous regardez attentivement, il s'agit indiscutablement d'un radeau sur lequel est assise une silhouette encapuchonnée. Et prenant votre monture, vous gagnez le point de la rive sur lequel se dirige le radeau. Lorsque celui-ci se rapproche du port, vous faites entrer votre cheval dans les eaux glaciales du lac et vous vous trouvez devant le squelette maudit de Kuhl. Brandissant toujours l'épée de Razak, il n'a pas lâché depuis 100 ans. Le squelette de Kuhl vous laisse approcher sans faire un geste. Surmontant votre angoisse, vous tendez la main et vous retirez l'épée des doigts de Kuhl. Il vous semble entendre un soupir de soulagement et le squelette se décompose en poussière qui disparaissent dans le lac par les interstices du radeau. Après avoir glissé la redoutable épée dans votre ceinture, vous repartez en direction de l'ouest, vers la tour de Yastromo, sans parvenir à vous débarrasser d'une lancinante. 339. Surmontant votre angoisse, vous tentez la main et retirez l'épée des doigts de Kuhl. Une fort belle épée qui brille. Lancinante anxiété à l'idée du destin effroyable qui vous est peut-être réservé en tant que détenteur de l'épée de Razak. Rendez-vous au 165. Et c'est sur la promesse de ce destin effroyable qui nous attend que va se terminer cette première partie de la crypte du sorcier. Nous sommes maintenant le porteur de l'épée de Razak, le successeur de Kuhl. Il nous reste à retourner à la tour de Yastromo, poursuivre notre aventure jusqu'au tombeau de Razak, pour l'oxyre de son épée maudite. Mais ça, ce sera la suite de notre aventure. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.